Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, la balado techno qui, contrairement aux feuilles dans les arbres, ne tombe pas ou ne change pas de couleur. Encore quand on change à toutes les saisons, mais ça c'est une conversation avec notre équipe de marketing qui sont nombreux dans le bureau à côté. Oui, nous on s'occupe de l'animer et de vous divertir tout en vous informant. Pascal Forget, qui est juste là. Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Là, je pense à notre département du marketing, notre département des commandites, notre département de la livraison et compagnie. Ouf, c'est pas des gens qu'on peut remplacer par des robots, comme on va en discuter plus tard. Une tasse de tech Incorporated World Domination Limited. Ouais, les gens exactement. je pense que beaucoup de gens, quand on voit... J'écoute beaucoup d'autres podcasts, puis j'entends le générique du podcast. Oh, un tel, le producteur, les réalisateurs, les 4 recherchistes, les 12 éditeurs, le 3 monteurs et compagnie. Bon, les gens vont peut-être dire que ça, on l'entend des fois, qu'on n'a pas de personne qui fait le montage puis l'ajustement audio. On est juste deux. On est juste deux à faire le podcast. Et on espère que ça vous divertit quand même. On va parler dans cet épisode-là de robots d'Amazon. Quand je disais qu'on ne peut pas être remplacé par des robots, chez Amazon, on pense qu'on peut faire des choses avec des robots. On va parler de Wi-Fi 8. Vous allez dire, hey, moi je suis encore en Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 8 a été testé. On va parler de Linux. Et là, je me prépare à recevoir un paquet de courriels de bêtises de gens qui disent qu'on n'a pas dit la bonne affaire sur Linux. C'est comme Jésus puis Linux, c'est 2 sujets qui mènent la controverse. Ouais, les bitcoins aussi. Les bitcoins aussi. Si on ose dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Alors, on va parler d'Assassin's Creed, du jeu vidéo. On va parler du retour de la vengeance de Clippy, le petit truc qui t'aide dans ton ordinateur ou pas. On va parler de TPU de Google, et là, il faut m'expliquer c'est quoi un TPU, puis un TPU, puis un CPU, puis ainsi de suite. Avant, on avait des CPU, puis on était bien, là, on est rendu avec... Bientôt, il y aura des NOPU. Il y en a plus. On va parler d'une tablette Montblanc, et ça, je suis très, très, très content d'en faire l'essai. Tu sais que j'ai un certain plaisir à tester les appareils en papier électronique. Un certain standing, parce que Montblanc, c'est pas exactement... Ah oui, et là, c'est ça. C'est Montblanc, la compagnie classique qui fait le stylo Meisterstück, qui fait une tablette en papier électronique. Et j'avoue que le stylet... La plume Montblanc. La plume Montblanc, le fameux stylo. Il y a des beaux trucs comme ça. Si vous voulez quelque chose, ça avait été, comme je l'écris dans mon billet de blog, ça avait été très, très sage pendant l'année, et que vous avez envie d'un papier électronique. Une tablette en papier électronique, c'est peut-être une option à considérer. Mais évidemment, préparez vos sous pendant ce temps-là. On va parler aussi de nouveaux produits avec la puce M5 d'Apple. Tu as eu l'occasion d'en faire l'essai. Je trouve ça assez cool. Encore une fois, moi, je suis encore à la puce M2. On est déjà rendu à la puce M5. Apple, aidez-moi. Je veux être à la fine pointe de la technologie. Voilà. Je vais saluer en passant nos commanditaires qui nous permettent de faire ceci avec le sourire et de financer clairement notre équipe de marketing et tout notre soutien technique. TELUS et Plan Hub. À qui je parlais de Plan Hub cette semaine? J'ai fait un petit passage. En fait, il va être diffusé plus tard cet hiver à l'émission de Pierre-Yves McSween à Télé-Québec. Où on parle de finances personnelles. On a voulu démystifier les budgets mensuels énormes que les biens des ménages doivent absorber sur leurs services de streaming et de télécom. Et mon Dieu, j'ai eu du plaisir à expliquer des choses qui fait que vous n'êtes pas obligé de payer 500 $ par mois en service de streaming là, pour avoir du bonheur et du plaisir dans votre vie. Et c'est très mêlant très vite, donc ça, évidemment, il faut en parler. Et je disais, parce que justement, si vous voulez sauver des sous sur vos forfaits, cellulaire et Internet, Plan Hub est un bel endroit où commencer. Pascal, que fais-tu le 19 novembre prochain? Écoute, on va être à Québec. Toi et moi, ensemble, on va être à Québec au Salon de la GIC, l'événement d'affaires ETI. C'est le plus grand rassemblement des professionnels du numérique de l'Est du Canada, avec plus de 1500 participants, 1502 avec toi et moi qui vont se joindre à tout ça. Oui, c'est vrai. Très exactement, 1502 participants. Écoute, c'est un super beau salon qui est à Québec. On va être en personne, on va enregistrer le podcast sur place, on va faire des entrevues avec
avec des participants, avec des partenaires de la GIC. Si vous êtes de Québec, si vous avez envie d'aller au Salon de la GIC, n'hésitez pas. Il y a 50 conférences qui vont être là. C'est la 46e édition. On a bien hâte. Moi, j'ai hâte d'être là. Ben oui. 46e édition, c'est une des plus vieilles, un des plus vieux événements du genre à l'époque. Qu'avant, on disait la journée informatique. Oui. Maintenant, on dit la GIC parce que c'est un peu plus que ça, n'est-ce pas? On élargit le concept business afin, parce que le numérique est partout de nos jours. Et nous, on sera une tasse de tech sur la route, exprès pour l'événement. On va être sur place. On va faire notre balado comme chaque semaine, mais on va aussi avoir des gens de l'événement qui vont venir nous parler un peu. Et je sens que ça va déborder, mais on va mettre le débordement sur les plateformes de la GIC pour que tout le monde soit mieux informé sur le rôle des technologies dans le monde des affaires au Québec. Jetez un coup d'œil là-dessus. JIQ, 19 novembre à Québec. On va être là. On espère que vous y serez aussi. Voilà. Ou dans vos oreilles la semaine suivante, parce qu'on va mettre ça évidemment sur les réseaux. On va essayer de le publier la journée même. On va essayer de faire une version sur place. On va essayer de la mettre en ligne la journée même. Là, les gens vont dire « J'aurais dû être là ». Je vais dire ceci, à Québec, c'est le pôle technologique de la fibre, de l'optique, en fait. Et dans la fibre optique, il y a le mot optique, donc j'imagine que notre accès Internet sera imbattable. Et donc, on pourra diffuser tout ça la seconde même où on aura fini d'enregistrer. Hein, on met la barre quand même juste un petit peu très haut. Écoute, moi, j'étais à Paris pour le salon SEO, puis j'ai eu tous les problèmes du monde à diffuser mon clip. On aurait aimé ça faire l'épisode au complet de là-bas. Malheureusement, c'est mon erreur. On a testé des petits trucs qui étaient un peu audacieux. J'étais au Stade des Princes. Si vous avez envie. Si vous voulez voir notre vidéo YouTube, quand même, on le voit quand même que tu étais un bel endroit. Oui, le terrain avec les champions. Écoute, je suis pas un fan de foot, mais écoute, tu le deviens en étant là quand même. C'est un endroit légendaire. Et il faut que je dise un mot puisqu'on est dans les partenaires. Merci à Planet Hoster de m'avoir permis d'assister à l'événement, de comprendre plus le salon SEO. Planet Hoster, c'est un hébergeur québécois. Il y a eu des pépins avec Amazon, les serveurs d'Amazon et compagnie. Planet Hoster en a pas eu. Et moi, j'ai passé du temps cette semaine et au cours des dernières semaines, peut-être parce que j'étais intéressé par le SEO puis l'optimisation des sites web et tout. J'ai jasé un peu avec les techniciens là-bas. Merci à Isaac qui m'a aidé. Écoute, mon site web est passé d'une note C en termes de vitesse et là, avec les petits trucs, les petites optimisations, bam, je suis passé à un site A+. Et là, mon site va plus vite, tout roule plus rondement. Et ça, c'est grâce à l'aide de Planet Hoster. Merci beaucoup de ce Voilà, truc. c'est dit. Voilà. On va passer aux espressos de tech et je vais partir le bal, Pascal, avec des robots. Et là, on va pas faire la fameuse danse que personne ne sait exactement comment la faire. Fais pas la danse. Les gens qui nous écoutent la verront pas, vont visualiser des choses désagréables. Écoute, je danse tellement mal que les gens qui nous écoutent probablement vont mal au cœur pareil. Juste à imaginer. La danse. J'ai écrit ça dans la presse cette semaine parce que ça a fait jaser dans les médias américains plus qu'ici, mais Amazon, le grand titre, c'était Amazon veut remplacer 500 000 travailleurs par 500 000 robots. C'est pas tout à fait ça, mais c'est un indicateur d'une tendance très forte qui s'en vient et forcément Amazon va être parmi les leaders de ce mouvement-là. Il y a un côté le fun et intéressant, il y a un côté un peu moins le fun, c'est qu'on sait Amazon et la pression que l'entreprise met sur ses travailleurs en entrepôt et dans sa chaîne d'approvisionnement du côté de la gestion du cybercommerce, de sa plateforme de commerce en ligne. C'est pas fameux. Il y a beaucoup de groupes de défense des droits des travailleurs qui critiquent régulièrement Amazon et à juste titre. Amazon se défend tout le temps avec des statistiques qui contre les statistiques qui prouvent que ça va pas très bien dans ces usines. Ils ont fermé des entrepôts ici au Québec parce que des gens voulaient se syndiquer. Donc, clairement, ça donne une idée de où se situe l'entreprise. Mais pour sauver jusqu'à 30 sous par colis, imagine, c'est vraiment c'est une économie de bout de chandelle quand même, mais on se dit, voici ce qu'on veut faire. Amazon a dit, on va doubler le nombre de colis qu'on envoie chaque année à travers notre site web d'ici 2033, je pense, dans les prochaines années. Et pour absorber cette hausse de popularité du commerce en ligne-là, forcément, parce que ça, c'est les consommateurs qui provoquent cette hausse-là, il va falloir embaucher massivement des gens pour, prendre les commandes, les emballer, puis les envoyer, puis les livrer, puis tout ça. Et on estime que ça va prendre au-dessus de 600 000 nouvelles personnes pour gérer cette demande-là. Amazon est déjà le deuxième plus grand employeur aux États-Unis. Ils ont 1,8 million, 1,2 million de personnes qui travaillent pour eux aux États-Unis. C'est beaucoup. Donc, on aurait encore un autre 600 000. On s'est dit, plutôt qu'à embaucher 600 000 personnes qui sont de toute façon difficiles à trouver, et là, on peut verser dans le géopolitique, mais les gens qui... je pense que le bassin de travailleurs aux États-Unis est en train de rétrécir parce qu'on expulse massivement les nouveaux arrivants d'une façon ahurissante.
Ben, on est dit, on va mettre des robots. La solution, c'est les robots. Alors, on a prévu que d'ici 2027, on va mettre en place une stratégie qui fait que dans les prochaines années, on aura 500 000 robots de plus en entrepôt. Ou en tout cas, des robots suffisants pour remplacer 500 000 personnes. Donc, on aura seulement besoin d'embaucher au-dessus de 100 000 quelques travailleurs humains. C'est assez ahurissant, mais c'est indicateur d'une tendance, je le disais, parce que dans les derniers mois, on a vu Boston Dynamics revenir avec son robot humanoïde Atlas, qui agit un peu comme un humain normal. On a vu Unitree, qui est une marque japonaise de robots, lancer le R1 et après le G1, qui sont deux robots humanoïdes. Il y en a un qui coûte 16 000 et l'autre qui coûte 5 000 $ américains et qui sont conçus, en ce moment, ils sont au niveau plus R&D, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être utilisés à titre de développement d'applications parce qu'ils font pas vraiment rien comme tel pour le moment. Mais clairement, on s'installe tranquillement. Il y a une entreprise en Ontario, j'ai oublié son nom, qui fait aussi dans la robotique avancée de ce genre-là. Et il y a Optimus, le fameux robot de Tesla. Et tous ces robots-là de forme humanoïde sont conçus pour remplacer des gens en usine. Donc, qu'on s'entende bien, c'est pas si farfelu d'imaginer que d'ici 3 à 5 ans, il y aura beaucoup de ces robots-là qui vont effectivement être utilisés d'abord au niveau préliminaire pour essayer, mais ensuite probablement pour vraiment faire la job de vrais humains dans des situations où c'est probablement difficile d'embaucher des vrais humains, mais ça soulève la question de... Et les prochaines générations de ces robots-là, ils vont remplacer qui? Ouais. Ben, il faut poser la question parce que ça s'en vient très, très, très vite. Et cette nouvelle-là prouve que ça s'en vient peut-être plus vite qu'on pense. Voilà, 500 000 robots. Ouais, des robots qui remplaceraient des humains pour des tâches répétitives, des tâches ennuyeuses, pas faciles. On sait que les employés d'Amazon, c'est pas une job super chic. On parlait d'employés qui faisaient pipi dans des bouteilles et compagnie. Ben voilà. Il y a peut-être quelque chose où les employés pourraient faire des tâches plus créatives, du meilleur service à la clientèle, mais évidemment, ça peut enlever le upside, l'avantage, il y a une entreprise à Montréal qui s'appelle OSEDA, qui sont des experts en aide à l'automatisation pour des entreprises des secteurs industriels du Québec. Et ils vont très bien, cela dit. Il me disait qu'il y a beaucoup de demandes pour ça partout, même au Québec, du secteur minier, des secteurs où les jobs sont difficiles et répétitifs. Puis il dit, c'est sûr qu'on va déplacer des emplois. Ces emplois-là vont être robotisés, mais d'autres emplois vont se créer pour programmer, pour faire l'entretien, pour, tu sais, comme gérer, dans le fond, tous ces robots-là. Donc, ça va créer un changement assez profond dans la façon dont on travaille. Mais semble-t-il qu'on est à un moment pivot de la robotisation. Cette année, là, on est dans un moment pivot dans tout, je veux dire comme ça. Vraiment, là, j'ai hâte de voir dans 5 ans, parce que c'est tout le temps ça. Dans 5 ans, les autos vont être autonomes et compagnie. Mais je sens là, qu'il y a des petites nouvelles, entre autres, qui disaient là, qu'on travaillait sur des voitures où tu regardais même plus la route. Je crois dans 2-3 ans là, que ce serait lancé pour vrai. Et là, on change complètement le truc ici. Parlant de choses qui avancent. Parlant du futur, ben oui, voilà. Le Wi-Fi 8, il y a eu une annonce, puis était assez succincte. Honnêtement, j'ai pas vu de détails là-dessus, mais c'est TP-Link qui a dit « On a testé le standard Wi-Fi 8 et ça marche ». J'ai un mème. Tu sais, le mème, c'est un classique, le genre personne, 2 points, il n'y a rien. Le reste de l'univers, 2 points. Il n'y a personne qui a demandé ça, le TP-Link arrive. Wi-Fi 8. Ça marche. Mais non, mais je comprends où ce qui s'en va là-dessus, parce que quand même, TP-Link, c'est une compagnie qui fait des routeurs qui sont super le fun. Le Wi-Fi 8, qui est le standard, attention, 802.11 BM, qui est taxé pas sur une vitesse de transmission plus grande de données. Et ça, c'est amusant. C'est un standard qui est fait pour la ultra haute fiabilité du transfert des données versus, encore une fois, la vitesse pure. Donc, il y a le même standard que Wi-Fi 7 au niveau de la vitesse de transmission maximale dans des conditions optimales et compagnie, mais on va augmenter la couverture du réseau, même pour les appareils de faible puissance. On va permettre de connecter plus d'appareils en même temps. Puis on sait que dans une maison connectée, ça va vite, là. Les interrupteurs, les lampes, les Google Home, les assistants, les Sonos, les télés, tout est connecté maintenant. Écoute, mon four est connecté, ma balance est connectée. On veut s'assurer que tous ces appareils-là puissent se parler correctement, avec tout ça moins de latence, parce qu'un des problèmes avec le Wi-Fi 7, c'est quand tu as un appareil qui est lent et un appareil qui est rapide, les deux sont en compétition et tout, donc là, tout va se parler mieux ici. Et évidemment, le standard Wi-Fi 8 va mieux coordonner le passage entre les différents points d'accès. Et ça, c'est, je pense, de plus en plus la norme. Si vous avez encore, et ça, encore une fois, je sais que je suis chroniqueur techno, puis probablement que chez toi, tu as la même chose, mais le fait d'avoir plusieurs points d'accès maintenant dans ta maison, ça permet d'avoir la même vitesse de transmission Wi-Fi partout dans ta maison. Mais ça prend les bons points d'accès.
Parce Et qu'ils ça le prend font des pas bons tous. points d'accès. Donc, tu as Mhm. une connexion directe entre tes points d'accès. Tu as des bornes chez toi. Ça fait une énorme différence. Si vous avez une maison connectée, la plupart des fournisseurs de services Internet permettent d'avoir maintenant des bornes. Et ça, t'en mets une dans ta cuisine, t'en mets une dans ton salon et boum, la connexion. Moi, j'ai fait le test. Je me promène chez moi. Il n'y a pas de variation de vitesse, que je sois sur mon balcon, que je sois à côté du routeur principal, et ainsi de suite. Le Wi-Fi 8 va mieux coordonner le passage d'un à l'autre parce qu'ils ont constaté que quand on passait d'une borne à l'autre, des fois, il y avait une petite coupure, il y avait un petit ralentissement du signal. Et là, encore une fois, le standard Wi-Fi 8, le but, c'est de la ultra haute fiabilité. Et donc, le fait que tu puisses passer d'une borne à l'autre sans avoir de changement de signal ou sans avoir de vitesse de transmission, ça va être un objectif. Fait que Wi-Fi 8, quand est-ce que ça Voilà. va être le routeur qu'on va acheter à prix réduit au magasin, peut-être quelques années? Jeter un coup En d'œil même temps que la là-dessus. 6G, sans doute. Ben Ben oui. oui, c'est ça. Puis il y a encore plein de gens qui ont des routeurs Wi-Fi 5 qui fonctionnent très bien. Et il faut le mentionner, Wi-Fi 8 va être rétro-compatible avec les autres standards, fait qu'il n'y aura pas besoin de changer ses appareils. Et bientôt, attendez-vous à ce que les appareils Android chinois commencent à être Wi-Fi 8, puis ensuite l'iPhone, puis ensuite tout le monde va se mettre sur le Wi-Fi 8 ici. Là, ça fait longtemps que tu fais ça, ça paraît. Mais Parlant de choses que tu fais depuis longtemps, recevoir des courriels à propos de Linux quand on en parle. parle-moi pas Et là, là-dessus. préparez-vous parce qu'on va parler de Linux un instant. Il y a 10 jours, c'était de mémoire le 14 octobre, en tout cas c'était à la mi-octobre, là, Microsoft a annoncé l'abandon des mises à jour de sécurité sur Windows 10. Des grands quotidiens français tout de suite ont parlé d'obsolescence programmée, de déchets électroniques en masse et tout ça en disant tout le monde va acheter son ordi. Premièrement, n'achetez pas votre ordinateur. Si vous avez Windows 10, c'est la fin des mises à jour de sécurité. Il y a possibilité de prolonger pour 1 an, ça coûte 50$. Il y a possibilité de traficoter si vous avez des... En tout cas, il y a une vidéo TikTok de la presse que j'ai faite cette semaine qui vous explique tout ça. Si vous voulez plus de détails, elle est là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les chiffres d'installation de Linux. Il y a un bump, là. Il y a vraiment eu une migration. Microsoft espérait évidemment pousser vers Windows 11 ou vers l'achat de PC compatibles, ou en tout cas préinstallés avec Windows 11. Ça fait quand même plusieurs années que Windows 10 existe et les pros PC, les pros Windows disent « Ouais, mais Apple, là, ils font ça puis personne n'en parle. » C'est pas vrai, on en parle aussi. On en parle, mais c'est juste que ça fait longtemps que c'est arrivé, qu'il y a eu un gros changement d'un coup comme ça vers un OS, et les chiffres d'utilisation ne sont pas les mêmes. C'est 800 millions d'ordinateurs qui sont sur Windows 10 ou 11 en ce moment, quelque chose comme ça, et c'est environ la moitié qui est sur Windows 10. C'est beaucoup de monde tout d'un coup. Et là, ce qu'on voit, c'est que les gens se ruent plutôt que de se ruer vers Windows 11. Il y en a qui le font, évidemment, mais il y en a plein qui s'en vont vers Linux. Un problème avec la fin du support technique, ou en tout cas de Microsoft sur Windows 10, c'est que tout d'un coup, les pilotes seront plus mis à jour, les logiciels seront plus nécessairement mis à jour, donc il va y avoir beaucoup de défauts au fil du temps, au-delà de la question de sécurité qui... Je comprends que la sécurité, c'est important, mais je pense que dans toute la nouvelle, c'est marginal. C'est pas l'affaire c'est pas la catastrophe. Il n'y a pas tout d'un coup une campagne d'hameçonnage incroyable qui va fonctionner à cause de ça, là. Ce qui va arriver, c'est que des logiciels vont de moins en moins compatibles et de plus en plus, on ne pourra plus faire ce qu'on faisait avant avec nos PC. Et la solution de bien des gens, c'est d'aller vers Linux, un système, peu importe la distribution, qui est bien connu pour ne pas supporter nativement, facilement, d'un clic, tous les périphériques et tous les logiciels auxquels on a accès sur Windows. Donc, je pense que j'ai hâte de voir si ça va être durable, en fait. C'est ça ma question. Parce qu'il y a 2 distributions qui sont très populaires en ce moment. Zorin OS, qui, semble-t-il, aurait vu 200 000 personnes l'adopter au fil des 10 derniers jours. Et Linux Mint, qui est aussi très populaire. Et les deux sont conçus pour ressembler beaucoup, beaucoup à Windows 10, ou en tout cas à l'environnement Windows de façon générale. Donc, ça s'installe facilement. Avec des guillemets, parce que ça ne supporte pas nécessairement tous vos périphériques et toutes les choses que vous faisiez déjà, mais si vous faites le minimum sur votre PC, si vous jouez à Solitaire là, sur PC, je suis pas mal sûr qu'il existe une distribution de Linux pour vous. Si vous faites plein de trucs un peu plus sophistiqués, ça va se compliquer rapidement. Si vous avez une vieille imprimante dont le pilote déjà n'a pas été mis à jour depuis longtemps, ça va dépendre, mais il y a des périphériques comme ça on n'est pas certain. Donc ça, c'est à voir, mais il semble évident que il y a une migration. Et ça ramène Linux un peu dans la discussion, parce qu'on en parlait moins depuis un bout de temps. Et je vais ajouter une autre histoire, un autre élément à cette nouvelle. Ça rappelle à quel point Microsoft est en train de devenir une compagnie détestable dans
dans sa façon de ne plus penser au consommateur, mais de plus en plus à ses poches. Il y a Mhm. toujours quelque chose qui fait que, écoute, tu installes Outlook, là, ils mettent de la publicité dans ton inbox, même si tu es un client payant de Microsoft 365. Et ça, sérieusement, je pense que c'est un niveau d'absurdité qui est incroyable. Fait que Linux, voilà. Linux et tout. Écoute, c'est drôle parce que tu as Linux Zorin OS qui est gratuit. Tout à fait, tu peux le télécharger gratuit, mais on te propose la version à 78 $. Et c'est la version pro de Zorin OS qui, elle, te permet d'avoir facilement une interface qui reproduit celle de macOS et Windows. Et là, évidemment, quand je pense à Zorin OS, je pense à A View to a Kill, le classique de James Bond, avec Roger Moore vieillissant. Il n'y a pas de tune de Duran Duran dans ce film. Ben oui, voilà. Et le saut en parachute de la Tour Eiffel et Grace Jones. Complètement délirante là-dedans. Parlant de Microsoft, non mais c'est sûr, j'essaie de pas en parler trop, là. C'est sûr que le truc qui est flyé quand on installe Linux, pour la plupart des gens, ceux qui s'y connaissent en technologie, c'est pas compliqué. Le problème, c'est que l'étape commence par effacer ton disque dur ou d'installer Linux en parallèle avec ton ordinateur Windows, ce qui demande un certain risque, un certain doigté. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas familier avec la technologie, c'est pas l'idéal. Il y a Incertec qui propose, je glisse un mot parce que je les aime beaucoup, Incertec, qui sont vraiment gentils, qui proposent des ateliers pour t'aider à installer Linux sur ta machine si jamais vous en avez besoin. Incertec, jetez un coup d'œil là-dessus si vous connaissez quelqu'un qui est moins à l'aise avec la technologie. On va parler de Mico. Alain, tu es assez âgé, t'es assez âgé pour te souvenir de Clippy, le petit assistant qui était apparu. Le trombone virtuel de Windows. Oui. Et à l'époque, c'était complètement délirant parce que les ordinateurs n'étaient pas très puissants. On parlait de mégaoctets de mémoire, on parlait même pas de gigaoctets, la mémoire vive. Et Clippy lui-même, c'était pas exactement l'assistant d'intelligence artificielle copilote. Et c'est ça, c'était pas un assistant d'intelligence artificielle, c'était des réponses préprogrammées, ça popait dans le coin de ton écran, ça essayait de t'aider, mais c'était vraiment... première chose que tu faisais avec Clippy, c'est lui demander comment désactiver Clippy. On a la revanche de Clippy qui arrive avec Mico. Pour l'instant, ce que je comprends, c'est que c'est aux États-Unis seulement. Il y a un communiqué qui dit que c'est au Canada. J'ai reçu le communiqué de Microsoft qui dit que c'est au Canada, mais il y a plusieurs autres sources qui disent que non, c'est pas au Canada finalement. J'attends la confirmation là-dessus. Si c'est au Canada, tant mieux, on va pouvoir l'essayer. Mico, c'est pour Microsoft Copilot, Microsoft Copilot, mais moi je trouve que ça sonne comme Mycose et je suis pas sûr que j'aime ça. On va ramener notre amie l'infirmière là, dans la publicité qui est pas fine, peu dégueu. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait, Mico? C'est un petit bonhomme, un petit soleil, une espèce de petit blob qui apparaît dans le coin de ton écran, puis avec qui tu peux discuter de façon conviviale d'intelligence artificielle. De choses grâce à l'intelligence artificielle, tu peux discuter avec lui, lui demander, peux-tu me chercher de l'information, peux-tu me dire comment faire un CV performant et des trucs comme ça. Je suis un peu étonné de ça, mais je sais pas si tu as vu le film Her. Avec... oui, c'est un classique maintenant, ça. C'est un classique et c'est extrêmement, je trouve, c'est une belle vision de l'intelligence artificielle où tu démarres ton ordinateur et tu jases avec, mais de façon très naturelle et ça fonctionne. Ouais. L'intelligence artificielle comprend vraiment ce que tu as besoin, comprend ton état d'esprit, peut en quelques mots savoir que tu as eu un message de ta mère, que tu as ci, que tu as ça, va prioriser tes trucs de façon intelligente. En ce moment, on n'est pas tout à fait là encore, c'est ce qu'on nous promet. Mais d'avoir cette espèce de petit bonhomme-là, je pense que c'est un précurseur de ça. Dans quelques années, on va se dire que Clippy, c'était le grand-papa un peu douteux. Mico va être le fiston qui n'était pas encore au point, puis peut-être que le Mico version 14 ou 17 va devenir le truc avec lequel on va démarrer notre ordinateur, on va jaser avec, puis configure-le comme ça, puis fais ci, fais ça, puis écris-moi un courriel, révise, regarde mon agenda, propose quelque chose. On est peut-être s'il y a une évidence qui a été, disons, mise au jour, mise en vitrine, en évidence, justement, dans les derniers mois, chez Microsoft, Apple, Google et pas mal tout le monde, c'est qu'on veut pousser ces assistants vocaux-là pour remplacer, dans la plupart des tâches, le clavier, la souris et toutes ces choses-là. Donc,
Il y a vraiment un virage vers la commande vocale. Là. Puis là, ça va devenir l'élément différenciateur. Au lieu d'avoir un système d'opération, tu dis, hey, moi j'aime Miko, moi j'aime Alexa, moi j'aime Gemini. Puis en fonction de ton affinité que tu as avec ces assistants-là, on va probablement pencher vers ça, peu importe l'appareil, parce qu'à partir de là, l'appareil va devenir... une commodité. Ça va être quelque chose qu'on va avoir dans la maison, mais si on discute, dans Star Trek, on ne voit pas d'appareil vraiment. On ne s'installe pas souvent, on parle avec l'ordinateur. Fait qu'à un moment donné, si l'ordinateur se dématérialise, on s'en va vers ça. Parlons de jeux vidéo. On va faire un petit croche dans le jeu vidéo. On va revenir à l'intelligence artificielle, oui, parce que c'est un titre qui nous tient à cœur pour plein de bonnes raisons. Assassin's Creed Shadows, on a annoncé cette semaine que le populaire jeu d'Ubisoft, qui s'appelle maintenant Vantage Studio Montréal, je pense, à confirmer, va débarquer sur la Switch 2, la nouvelle console de Nintendo, au début décembre, le 2 décembre prochain. On dit qu'on a adapté le jeu. On a fait très attention, évidemment, à garder le niveau de qualité du jeu, mais qu'on l'adapte pour la Switch 2 d'une façon qui va permettre de jouer dans son salon, bien sûr, en branchant la console dans un téléviseur, mais aussi dans version mobile, donc dans vos poches, sur la console quand vous êtes à l'extérieur de la maison. On a ajouté une navigation tactile, ce qui est plus fun que l'espèce de souris qu'on peut faire avec un des deux Joy-Con, des deux contrôleurs. Et on inclut l'intégralité des mises à jour publiées depuis la sortie initiale du jeu, sauf l'extension de track sur Awaji qui, elle, va arriver plus tôt en 2026. On permet aussi, et ça c'est très français, une cross-progression sur Ubisoft Connect. Donc, si vous utilisez Ubisoft Connect pour vous identifier dans le jeu sur une autre console ou ailleurs, vous pourrez donc suivre la progression du même jeu, du même personnage, dans le fond, d'un appareil à l'autre. Si jamais vous avez une PlayStation et une Switch 2, vous avez beaucoup d'argent sans doute si vous avez ça, mais bref, on pourra, peut-être sur PC aussi évidemment, continuer sa progression. Sur Switch 2, Assassin's Creed Shadows va coûter 80$, ce qui est en soi une nouvelle pas pire le fun, parce que les jeux de Nintendo Switch 2 commencent il y en a plusieurs à 100$. Et ça commence à faire cher pour des jeux vidéo. Mais bon, bonne édition d'Assassin's Creed, maintenant sur Switch 2. Ça vaut la peine. Oui. Et de retour à l'intelligence artificielle. Oui, on ne peut pas s'en sortir de parler d'intelligence artificielle. Faire scroller, faire défiler des vidéos rend nono les Large Language Models, les modèles de langage utilisés. Pas juste l'IA qui devient nono. Ça rend les gens idiots de faire défiler des vidéos TikTok, des trucs comme ça, de regarder des tweets un peu délirants. On a fait déguster, j'aime ça, je me trouvais stylé en écrivant ça comme ça, on a fait déguster à des modèles ouverts comme Llama de Meta ou Qwen d'Alibaba, un délicieux régime de contenu viral. Des messages avec des clickbait, des trucs sensationnalistes, tous les messages qu'utilisent les techniques douteuses pour attirer ton attention. Hey, aujourd'hui seulement, regardez ça, look, oh, hey. Puis là, les gens regardent ça bêtement. Et sans surprise, la qualité des modèles s'est dégradée dramatiquement. La capacité... tombe des nues. Oui, la capacité de raisonner des modèles d'intelligence artificielle a diminué, exposé à du contenu de faible qualité. La capacité de raisonnement a diminué. Les réponses sont beaucoup plus idiotes. Quand les gens répondent à des clickbait, vont répondre avec d'autres clickbait. La qualité des réponses avec laquelle on entraîne l'IA diminue. Les standards d'éthique de l'IA vont devenir plus flous. L'intelligence artificielle va même devenir avoir des traits plus narcissiques. Étrangement, ce qu'on constate globalement quand on regarde les influenceurs les plus complètement fous, je pense que c'est MrBeast là, qui veut se lancer dans des banques virtuelles. Tu fais, mais où c'est qui est rendu? Un gars qui flambe de l'argent, son modèle d'affaires, c'est de donner des milliers de dollars à des gens. Va se lancer dans l'industrie bancaire. Moi, je suis terrifié de ça. Donc, la question que je me demande, et j'espère, j'ai de l'espoir quand même, est-ce qu'on va assister à un retour des créateurs? Est-ce qu'on va se mettre à valoriser les créateurs de véritables contenus réfléchis? Et on va dire, OK, c'est avec ces gens-là qu'on veut entraîner l'intelligence artificielle pour s'assurer de pas que ça dégénère vers le délire de mime. Ce serait un peu inquiétant qu'on fasse rien, sachant l'impact de cette forme de contenu-là sur le cerveau humain, mais qu'on décide d'agir voyant l'impact que ça a sur une technologie informatique.
me semble qu'on devrait valoriser le cerveau humain davantage. Mais bon, allez savoir. On s'en sortira pas de l'IA parce que, encore ce matin, on apprenait que Anthropic, qui développe la célèbre intelligence artificielle générative Claude, qui est un nom très humain, n'est-ce pas, va acheter 1 million de TPU de Google. C'est un peu le monde à l'envers, parce que Google n'est pas supposé être un vendeur de composants, de hardware, n'est-ce pas, de matériel informatique. Mais quand même, on achète... En fait, ce sont des... On dit TPU parce que c'est ce que Google pousse comme type de processeur pour traiter les algorithmes d'intelligence artificielle, mais en réalité, le fabricant de ces processeurs-là, c'est Broadcom, qui est un peu dans l'ombre, un peu beaucoup en fait, dans l'ombre de NVIDIA et des autres, en fait, parce qu'il n'est pas tout seul, TSMC, entre autres. TSMC, Taiwanese Semiconductor, TSMC, voilà. Manufacturing Company, TSMC, vous comprenez. Donc, 1 million de TPU d'ici la fin de l'année prochaine. On dit, je suis du côté d'Anthropic, que ce qui est le fun avec les TPU, c'est que c'est pas cher et puissant pour le prix. Et ça positionne ce binôme-là, j'utilise un terme peu utilisé, ce binôme étant Anthropic et Google, un peu en position de concurrence avec AWS et NVIDIA, qui était évidemment prêt à équiper Anthropic sans doute. Ce qui nous mène à la question, Pascal, qu'est-ce qu'un TPU et comment est-ce différent d'un NPU? Alain, qu'est-ce qu'un TPU et comment ça diffère de NPU? Mais écoute, à la base, ce sont essentiellement la même chose, mais ils sont différents sur certains éléments plus précis. Un TPU, c'est un Tensor Processing Unit, alors qu'un NPU, c'est un Neuronal Processing Unit. On sait que les NPU sont très populaires du côté de Intel, Qualcomm, qui nous parle de ça beaucoup aussi, AMD. Le NPU sert à faire des tâches, à accomplir des tâches d'intelligence artificielle peu puissantes, ou en tout cas plus légères, disons, sur mobile ou en edge, ce qu'on appelle le edge computing, donc pas dans les grosses fermes de serveurs extrêmement puissantes et lourdes et énergivores, alors que vous aurez compris qu'à l'inverse, un TPU est un outil très utilisé en cloud, dans les environnements de centres de données, pour entraîner et faire de l'inférence de des gros modèles de langage, donc les gros LLM plus puissants. Claude, on le sait, est un de ces énormes outils là, d'intelligence artificielle qui a besoin d'énergie, et on dit que les TPU de Google sont, dans le contexte, moins énergivores que la concurrence, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'effectivement, la notion d'efficacité énergétique va compter dans l'avenir, quand on n'aura plus d'électricité pour rien d'autre. Alors voilà, petite nouvelle en passant. C'est intéressant de voir cette alliance-là, parce que Google, on sait, pousse fort du côté de Gemini, mais aussi cherche sans doute à se faire des amis pour se positionner comme le rival principal à OpenAI, qui est parti complètement de façon stratosphérique dans un autre univers. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de tout ça, mais là, on sent que les planètes s'alignent tranquillement, malgré qu'on est toujours dans une bulle, ce que tout le monde semble d'accord pour dire. Donc, à suivre. Passons de la bulle à liquide glace. C'était la grande mise à jour d'iOS 26, un nouveau look pour l'interface d'Apple, macOS, iOS et compagnie 26. Avec iOS 26.1, il va y avoir un interrupteur pour désactiver, rendre l'interface moins liquide, moins transparente. Et ça, c'est un peu étonnant. Quand on rétropédale chez Apple. On rétropédale chez Apple. Et ça, c'est drôle parce que je suis tombé sur un article de Macworld qui rappelle tous les reculs d'Apple, toutes les technologies innovatrices et spectaculaires qui ont mis de l'avant très fort avant de faire finalement. Puis si on se dit qu'Apple, c'est infaillible côté design et tout, non, il y a plusieurs trucs sur lesquels sont revenus en arrière. Entre autres, le clavier de type papillon qui était très fragile, qui était difficile à réparer et coûteux. C'était très lisse, ouais. Le touch bar qui, ça, j'ai jamais compris le touch bar, qui était une barre qui remplaçait la touche de fonction, mais comme c'était tactile, selon l'application, ça devait fonctionner. Les applications se sont pas mis à utiliser, à mettre ça de l'avant. Oups, ça a disparu des laptops. Ça devait coûter plus cher aussi qu'une simple barre de fonction. Le MagSafe sur les MacBooks, c'était une super belle idée. Mais là, ils l'ont enlevé, ils l'ont remis. Puis là, c'est revenu comme MagSafe sur les iPhones, alors que
finalement, ça n'a pas rapport, je trouve. C'est pas la même, c'est de la technologie de recharge par induction versus un connecteur magnétique qui était sur les ordinateurs. Je trouvais que ces deux, renommer, réutiliser le nom pour quelque chose comme ça, c'est assez flayé. Fait qu'Apple n'est pas parfait. Et donc, si vous n'avez pas apprécié la transparence, ou les gens, entre autres, je crois qu'ils trouvaient que c'était plus mélangeant. Comme c'est transparent, c'est moins clair, la démarcation entre les boutons et ce qui est derrière. Plus joli, mais moins facile de distinguer. On va pouvoir le désactiver avec la mise à jour 26.1 si jamais vous n'aimez pas ça. Eh bien. On a une autre nouvelle, Pascal, qui va certainement nous mériter quelques tomates dans notre boîte de réception. On va parler de crypto. Et on va dire quelque chose qui va démolir, pas démolir, mais qui va quand même un peu nuancer une idée reçue des cryptos qui est que la technologie des monnaies, des crypto-monnaies numériques, n'est-ce pas, est décentralisée et entièrement anonyme grâce à la façon dont elle fonctionne. Oui. Parce qu'effectivement, elle est détachée des systèmes financiers traditionnels. Et une fois qu'on a fait ça, le mécanisme derrière est automatisé, est transparent et invisible, et ainsi de suite. Sauf qu'il s'est passé une nouvelle il y a quelques jours qui rappelle que c'est pas si vrai que ça, en fait, cette transparence et cette décentralisation, dans la mesure où il arrive à un moment donné où il faut se rattacher au système financier traditionnel et déjà existant si on veut transiger toute cette richesse générée spéculativement du côté, par exemple, des bitcoins en argent sonnant. C'est aux États-Unis que ça s'est passé. En fait, c'est en Asie que ça s'est passé, mais c'est le Trésor et la justice américaine, donc les deux départements du gouvernement américain, qui ont saisi 15 milliards de dollars en bitcoin dans l'Asie du Sud-Est pour démanteler un réseau d'abattage de porcs, de pig butchering. Ouais. Et là, je ne parle pas ici de manger, mais je parle bien d'une expression dont je vais parler prochainement dans la presse pour l'expliquer. C'est une tendance, c'est une expression colorée pour parler de ces arnaques à la fois sentimentales et spéculatives financières où vous recevez dans votre inbox. Je ne sais pas comment vous tombez là-dessus, peut-être dans une application de rencontre, bref, sur la personne idéale qui vous embarque dans un montage financier où évidemment il faut donner de l'argent. Il faut embarquer dans le programme, il faut se faire séduire par une promesse de rendement incroyable et qu'à la fin, on vous laisse tomber comme une pièce de viande pas très saine. Plus d'argent, dépouillé de tout son argent, c'est ça qui est le plus triste. Exactement. Et de la façon dont le réseau a été démantelé, c'est qu'on a tracé en fait les portefeuilles dans lesquels la crypto-monnaie se trouvait, la façon dont ces portefeuilles-là s'accrochaient aux outils de transaction vers les marchés financiers traditionnels, les capitaux traditionnels. Donc, où est-ce qu'on se rattache, dans le fond, aux canaux traditionnels de communication, de finance ou peu importe. Et on a retracé les entreprises qui, derrière ces portefeuilles-là et les propriétaires des entreprises, et on a retracé, en fait, les humains responsables de tout ça, une étape à la fois. Donc, ça vient un peu enlever un morceau là, de ce que disent souvent les promoteurs de la crypto, que c'est un secteur financier alternatif, vous serez toujours anonyme. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les gens qui trouvent que la crypto, ça sert beaucoup aux criminels qui veulent blanchir de l'argent. Ben oui, je pense que le fait qu'il y ait un registre public des transactions de crypto-monnaie, ça permet à ceux qui veulent, quand il y a des grosses transactions d'un 1 milliard de dollars, de centaines de millions de dollars, c'est assez facile de suivre les transactions d'un compte à l'autre. Évidemment, il y a toutes sortes de manœuvres qui permettent de diviser le magot en plusieurs petits comptes. Là, ça devient de plus en plus difficile à suivre. Mais quand il y a des grosses transactions dans le domaine du Bitcoin, c'est suivi. Puis à un moment donné, tu sais qui a reçu quel montant à quel moment, puis tu peux déduire qui fait quoi. Et c'est ça, je pense, qu'on révèle avec ça ici, que comme l'interface est publique, comme le registre des transactions est public, c'est facile, avec un peu de travail, d'inférer qui possède quoi, puis de faire le suivi de ces capitaux-là. Terminons avec une autre nouvelle de iOS 26.1. Un truc qui est caché dedans, c'est une petite interface qui permettrait de simplifier le passage d'un iPhone à un téléphone Android. Et ça, c'est toujours un point de friction. Ceux qui sont très, très profondément, la famille au complet a un iPhone, puis là, tout le monde a des iPhones. Là, c'est dur de passer du côté Android où une personne veut garder ses messages puis ses notifications et tout. Il y a un truc qui s'appelle le App Migration Kit, qui est en bêta dans 26.1. C'est un protocole qui permettrait de choisir si les données des applications qu'on utilise dans iOS vont pouvoir passer dans un autre appareil
Android. On ne parle pas d'Android, on parle de autres plateformes, ce qui veut dire grosso modo Android. Il n'en reste pas 36, ben non. Pas 36, et donc ça permettrait de simplifier. Puis je trouve que c'est une option de sécurité intéressante. Apple est quand même toujours axé sur ta vie privée et tout. Si tu transfères tes données de ton iPhone à ton téléphone Android, tu vas pouvoir dire, OK, ces données-là, je les transfère. Ces données-là, je les transfère. C'est ce que je comprends de cette interface-là. Elle est en bêta, mais si elle est là, c'est que peut-être que de façon imminente, ça va simplifier. Il y a déjà une fonction transfert à Android qui existe, mais là, on était limité sur les données. Maintenant, on va pouvoir, avec des petits interrupteurs, j'imagine, aller plus loin et mieux passer d'un téléphone iPhone à un téléphone Android et vice-versa. Évidemment, on l'espère. Écoute, je sais pas, c'est sûr que ça va être motivé par une raison au-delà du désir de perdre des clients, donc il y a peut-être une question législative européenne. Moi, je pense que l'Union européenne est derrière ça. Hein. Merci à l'Union européenne pour ça. Ils veulent pas se faire taper sur les doigts. Alors, on ne peut être qu'en faveur de l'interopérabilité, et ça, c'est un mouvement dans ce sens-là. Donc, à ta boy. Merci Pascal, ça met fin à nos nombreux espressos de tech. Il y en avait beaucoup, c'est une grosse semaine encore une fois. On va quand même prendre une petite pause parce qu'il faut qu'on aille porter notre monocle et notre redingote pour parler d'une tablette Montblanc et de produits Apple qui sont aussi, eux, dans le assez haut de gamme ces jours-ci. Donc, petite pause et on revient tout de suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Alors, bienvenue à une tasse, ou devrais-je dire une coupole de technologie. Nous sommes présentement des gens très huppés. Je sais pas si on peut aspirer la hache ou pas. Et nous allons vous parler d'une tablette qui n'est pas pour la plèbe. Donc, clairement, s'adresse aux gens qui ont... T'as des préjugés, Montblanc. Incroyable, Montblanc. Quand même, compagnie classique qui fait le crayon Montblanc, la plume Montblanc, réputée et tout, qui se lance dans une tablette Bic, bon. ce serait génial, la répartie fantastique. Tu sais que j'aime ça, les tablettes en papier électronique, c'est apaisant. Oui. Dans ce cas-ci, c'est une tablette qui permet d'écrire. C'est une tablette qui permet d'écrire et de lire, d'annoter des documents PDF, EPUB. C'est une tablette qui ressemble beaucoup à celle de Remarkable. Toutes les tablettes Remarkable, la petite, la grande, c'est le même principe, sauf que c'est Montblanc. Qu'est-ce qui distingue la tablette Montblanc Digital Paper? Montblanc Digital Paper, je trouve que ça sonne bien. C'est premièrement le luxe. Ici, c'est un petit rebord en cuir. Sur le côté de la tablette, t'as un rebord qui est en cuir. Okay. Et le stylet, et c'est ça qu'on a le petit Montblanc sur le dessus du stylet. Tu as la petite pointe de Montblanc. Le stylet ressemble en tout point au Meisterstück, le crayon de Montblanc classique. Ceux qui nous regardent sur YouTube, vous allez pouvoir le voir. Il pèse le même poids, il donne la même sensation en main. C'est extrêmement agréable d'écrire avec. Et ça, c'est une expérience que je n'avais pas eue avec le Remarkable. Remarkable, ce qui était impressionnant, c'était la capacité d'écrire comme sur du papier, le même frottement, la même sensation, mais avec le stylet Meisterstück, tu as vraiment l'impression d'avoir un crayon en main. Et là, est-ce qu'on peut juste acheter le stylet et l'utiliser ailleurs ou c'est vraiment... Non, tu peux pas. Et là, je trouve qu'il y a une occasion manquée. On va appeler Montblanc. On va se plaindre. Ben oui, une collaboration avec Remarkable, Remarkable Montblanc Édition, ça aurait été formidable. Avec le stylet, j'espère qu'ils vont le faire. Le stylet ne fait pas juste écrire. Le stylet, en double-cliquant sur le bouton, permet de démarrer une nouvelle note. Très utile. Encore une fois, c'est très nono. Le Montblanc est un bouton. Le Montblanc est un bouton cliquable. Fait que tu peux t'en servir pour démarrer une nouvelle note. Tu peux t'en servir pour réveiller la tablette. Et le détail vraiment nono que je trouve formidable, que Remarkable n'a pas fait, c'est qu'on peut ajuster le temps de veille avant que la tablette Montblanc Digital Paper se mette en veille. Fait que là, tu peux y dire, moi là, désactive-toi pas avant 20 minutes. Et là, quand tu écris, souvent je prends des notes. Tu réfléchis, tu fais autre chose. Tu réfléchis, tu retournes. Tu n'es pas constamment en train de la rallumer puis de la réactiver, contrairement à ce qui arrive avec Remarkable, qui a un temps de veille aléatoire. Donc, ça s'éteint souvent quand je peux écrire. Et encore une fois, si jamais c'est éteint, on peut toujours cliquer pour qu'elle se réactive très vite. La sensation, c'est celle d'écrire sur le papier. Puis, autre détail super intéressant, la pointe du stylet Montblanc, il y a 3 types
de friction qu'on peut choisir. On peut avoir un stylet qui est plus feutre, un stylet qui est plus dur pour être plus comme une plume, un stylet qui est plus moyen pour une espèce de sensation de rollerball. Encore une fois, c'est selon nos préférences. On peut s'acheter ensuite les pointes. Quand il y a une usure, hein, il va falloir les remplacer régulièrement. C'est comme un crayon à mine qui va s'user avec le temps. Une lente usure, mais elle est là quand même, ouais. C'est ça. C'est pas à chaque semaine qu'on remplace, là, mais quand on veut renouveler la sensation de son crayon. Mais le fait qu'il y ait 3 types de pointes comme ça, je trouve que c'est une belle attention. On voit que Montblanc a vraiment été chercher, là, c'est quoi qui fait la caractéristique de nos stylos, c'est quoi qui fait la sensation d'écrire. C'est pas seulement la friction, mais c'est aussi le type de crayon qu'on utilise. C'est plus que juste un logo, finalement, sur une tablette qui serait bon marché ou peu importe. Là. Exactement. Et le stylet aussi une rétroaction haptique. Et ça, c'est un autre détail que je n'avais pas pensé à, mais quand tu écris, tu sélectionnes des options, tu as un léger. C'est très subtil. Je me dis, voyons, j'ai-tu rêvé? Tu as vraiment un petit quelque chose dans ton crayon qui te donne une rétroaction comme quoi tu as vraiment cliqué une option. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai eu un gros coup de cœur. Je me dis, qu'est-ce qui va démarquer? Parce que mais écoute, je les ai toutes testées. Puis j'aime beaucoup, beaucoup les tablettes Remarkable, mais encore une fois, la sensation viscérale du crayon élève beaucoup l'expérience. Tout ça pour un modique combien? Un petit peu plus cher que la Remarkable, mais pas tant que ça. Ce qui coûte cher du côté de Montblanc, c'est les accessoires. Si tu veux, le folio papier. Ah, écoute, un autre détail qui est nono de la Montblanc Digital Paper, c'est que le crayon repose sur la tablette. Il est magnétique, là. Il est magnétique sur le dessus, ça permet de recharger ton stylet en permanence. Et ce qui est fantastique, c'est que sur la Remarkable ou sur les autres tablettes, c'est sur le côté. Fait que quand tu veux prendre ton crayon, c'est pas naturel, c'est sur le côté. Là, je serais curieux d'essayer parce que sur le côté, ça devient agaçant vite, puis ça tombe tout le temps, tu l'accroches sans arrêt. Exactement. Fait que là, tu le mets sur ta tablette, tu le poses sur ton bureau et c'est très facile de prendre le stylo comme un stylo normal qui est toujours chargé sur le côté, sur le dessus de la tablette. Et le folio... c'est confortable pour un gaucher, Pascal, parce que je vois que Oui, et ça, c'est ma grande surprise. Première option que j'ai cherchée, c'est l'option pour gaucher. Il n'y en a pas. Et là, j'ai dit, oh non, ça va... Écoute, j'écrivais. Je me dis, j'écris donc bien aujourd'hui. Non, mais quand t'es gaucher, pour ceux qui ne le savent pas, écrire avec une plume, c'est difficile parce qu'on pousse la plume. Oui. Fait que la plume écrit pas bien, puis le flot de l'encre est pas terrible. Fait que pour un gaucher qui veut bien écrire avec une plume, tu te rends compte vite que ça fonctionne pas comme tu veux. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de mode gaucher, mais j'ai trouvé que mon écriture était super belle. J'étais en mode plume de calligraphie. Mais la main vient pas interférer avec le tactile de la chose. Non, ça c'est assez magique parce que il y a une très très bonne... Écoute, c'est que la pointe qui est reconnue, la main n'est pas reconnue. Si tu peux poser ta main sur la tablette et écrire de façon très confortable, même quand tu es gaucher, sans mode gaucher. Là où les gens vont peut-être trouver qu'il y a une lacune, c'est au niveau de la reconnaissance d'écriture. Il n'y a pas de fonction qui permet de convertir ta page manuscrite en texte écrit. Ça, tu l'as sur la Remarkable, tu as possibilité de convertir ton écriture en texte. Encore une fois, tu peux exporter ton texte. Ta tablette a une adresse de courrier électronique. Tu peux envoyer les documents à ta tablette si tu veux les consulter. Tu as une application Montblanc. L'interface est très, très minimaliste. Il n'y a pas toutes les options avancées il me semble que j'ai pas vu de couches, j'ai pas vu de trucs comme ça. Tu as toutes sortes de modèles de feuilles, si tu veux, modèles de feuilles pour la calligraphie, des feuilles lignées, quadrillées, j'imagine. Des feuilles pour la musique, tout ça. Mais tu n'as pas autant d'options avancées pour Remarkable est quand même rendu à plusieurs générations de petites mises à jour, de petites fonctionnalités, puis de couches comme ça. L'interface est très minimaliste pour changer le nom d'un fichier, tu dois l'écrire à la main. Ah bon? Tu n'as pas de clavier virtuel, sauf pour entrer le mot de passe du Wi-Fi. Fait que ça, c'est très drôle. Quand tu connectes ta tablette, là, tu as un clavier virtuel qui apparaît, mais tout le reste, tu l'écris à la main. C'est quand tu veux nommer un dossier, tu prends ta plus belle écriture, puis tu nommes ton dossier, tu le fais comme ça. Fait que l'affaire qui est très cool, c'est que j'adore le stylet de la tablette Digital Paper
de Montblanc. J'adore la sensation du papier, j'adore les pointes que tu peux choisir pour avoir la sensation que tu veux. Évidemment, l'addition va être un peu plus élevée. Pas tant que ça, remarque. Au niveau de la tablette seule, elle est, et là je vais m'assurer du prix, elle est 1170. Pour dire, la Remarkable est dans ces eaux-là. La Remarkable est 1000 quelques dollars. Sauf que les accessoires, le folio qui protège, qui est en cuir de veau, 265 dollars. Là, la clientèle Montblanc a probablement les moyens de s'offrir des accessoires. Puis donc, si tu veux quelque chose de plus luxueux, une interface vraiment conçue pour... C'est pas une tablette qui va remplacer un iPad. Hein. Les gens le demandent des fois, ça remplace... J'hésite entre un iPad. En fait. Non, c'est une tablette pour écrire, annoter des documents. Super bien fait pour ça. Le stylet change vraiment la donne. Tu sais, c'est pas gênant de mettre ça sur le coin de ton bureau. Pour signer des contrats, ainsi de suite, tu tends la tablette. C'est plus que juste flasher la marque. Là. Il y a quand même une certaine valeur ajoutée. Ils ont vraiment, je pense, la petite chose qui m'inquiète, c'est au niveau de la mise à jour logicielle puis de la durée de vie de l'appareil. Quand tu as des marques de luxe qui se lancent dans des appareils électroniques, ben, il faut qu'ils continuent de supporter. Ça prend un engagement à long terme qui est incertain souvent. Tu as un stylo, tu peux rajouter de l'encre, tu peux changer tes plumes, tu peux le faire réparer éventuellement. Une tablette électronique, dans quelques années, c'est beaucoup de feuilles de papier. Puis tu peux t'acheter un stylet, un stylo Montblanc, grosse pile de feuilles de papier. Mais si tu as envie de passer à l'écriture électronique, puis tu as été très sage pendant l'année. Puis encore une fois, comparé avec la Remarkable, c'est vraiment une expérience un petit peu moins chère, un petit peu qui va vous donner plus de fonctionnalités, puis qui est supportée, puis qui est bien établie depuis longtemps. Mais le Montblanc Digital Paper m'a bien séduit, je trouve. Ce qui est souvent le but de marques comme celle-là. Donc, ça touche la cible. Oui. Merci, Pascal. C'est pas que pour le look. Le stylet fait vraiment une différence très, très le fun dans l'expérience d'écrire. C'est toujours concluant quand je me dis « Wow, j'ai le goût de l'essayer moi aussi, m'en acheter. » J'ai malheureusement pas ce genre de budget-là, mais quand même, c'est indicateur de quelque chose. Moi, je vais revenir à une tablette plus classique, l'iPad, et pas n'importe laquelle, l'iPad Pro. Voilà. Et l'iPad Pro à processeur M5 qui a été lancé la semaine dernière par Apple. Il y a eu 3 nouveautés automnales qu'Apple a présentées dans les derniers jours à cause de la mise en marché du processeur M5, l'iPad Pro, le MacBook Pro et le Vision Pro. Je vais vous parler rapidement de la tablette et du Vision Pro, du casque. Le MacBook, je vais attendre, j'ai des choses que je veux faire avec avant de vous en parler, notamment travailler sur l'édition du balado pour savoir comment ça fonctionne dans ce contexte-là, parce que c'est un de mes points de comparaison que j'utilise d'une fois à l'autre. L'iPad Pro M5 en version 11 pouces et 13 pouces est identique au iPad Pro précédent, qui avait un processeur M4, qui a été lancé, me semble, au printemps 2024, donc ça fait 1 an et demi. Je regardais la critique que d'autres ont fait des tablettes et les essayeurs, on a cette manie, et je me fais toujours une note pour pas tomber dans le panneau moi-même, mais de dire, est-ce que c'est meilleur que l'ancien? Je connais personne qui achète un nouvel iPad à chaque année. Je pense pas que c'est évidemment pas ça le but non plus chez Apple et chez tous les fabricants d'appareils électroniques. On parlait beaucoup pour comparer du processeur M1. Donc, la première génération de la puce d'Apple Silicon, qui était très bien, mais qui... vraiment, par rapport à celle-là, s'essouffle. On parle d'un gain de puissance x3 dans bien des applications. Donc, c'est quand même, en termes de rapidité, d'ouverture des applications, de réaction de l'interface, c'est vraiment beaucoup plus fluide. Et évidemment, des plus vieilles tablettes. Parce que le truc avec l'iPad, et c'est ce que j'expliquais dans le texte que j'écris pour la presse, c'est que la plupart et même Apple elle-même, et je pense, n'a pas encore saisi à quel point ces appareils-là sont utilisés longtemps par les gens qui les achètent. Les iPads de première, deuxième, troisième, quatrième génération, on est rendu plus loin que ça, mais beaucoup sont encore utilisés par les familles, par les parents, par les enfants, parce que ça fait la job. Donc, pourquoi changer? Et c'est une excellente attitude que de ne pas tout le temps remplacer parce qu'il y a une nouveauté qui apparaît. Dans ce cas-ci, écoute, j'aimais beaucoup l'iPad Pro. J'étais pas quelqu'un qui aurait acheté un iPad Pro, mais celui-là, vraiment, il y a eu un déclic.
Évidemment, il y a tous les accessoires aussi. Il y a le Pencil Pro qui est très bien, là, le stylet qui fait, qui lui aussi est haptique, qui permet d'interagir comme si on écrivait sur une tablette. Et il y a un truc qui est nouveau pour moi sur cet appareil-là, qui était quand même pas nouveau parce que c'était présenté sur l'iPad Pro précédent, c'est l'écran en mode nanotexture qu'on appelle chez Apple. C'est dur à voir nécessairement, mais on a vraiment... il n'y a pas l'effet réfléchissant d'une dalle finie en verre là, qui est plus classique. Et ça ajoute un contraste, ça ajoute une richesse dans les couleurs. J'ai vraiment été séduit par ce détail-là. C'est un peu niaiseux. Vous pouvez acheter un iPad normal et juste acheter un film qui s'achète probablement à 20-30$ qui fait exactement ça, mais de l'avoir intégré à l'appareil, j'ai trouvé ça très bien. Tu veux ça? Oui. Exactement. 11 pouces, 13 pouces, 13 pouces, c'est quand même assez grand. C'est un appareil qui se tient évidemment très mince, très léger. Donc, point de vue physique, point de vue matériel, si vous voulez lire un livre, si vous voulez faire des choses qui ne sont pas nécessairement de la production que vous feriez sur un ordinateur, mais en version tablette, la version 11 pouces est plus recommandée. Sur 13 pouces, je la trouve un peu costaude. C'est pas mon format préféré. On dit que le processeur est 30% plus puissant que le M4. Donc, vraiment, on a des gains, mais on a vraiment axé le développement de la puce M5 sur des tâches, des applications d'intelligence artificielle. Parce que tout le monde fait ça. C'est la mode, clairement. Et chez Apple, on le sait, Apple Intelligence devait faire plein de choses et ça a été repoussé à l'année prochaine ou dans 2 ans. Donc, ça ne le fait pas nécessairement. Mais un truc que j'ai fait là-dessus, parce que je l'ai fait, ça devient un bon point de comparaison. J'ai installé et je pense que le programmeur de cette application-là est un Québécois, une application qui s'appelle... mon Dieu, j'ai oublié le nom. Il y en a une qui s'appelle Private LLM, qui est disponible dans l'App Store, et il y en a une qui est juste sur Flight Test. Test Flight, qui est l'application où on va chercher des applications bêta qui sont en développement. C'est une application qui permet d'héberger localement sur l'appareil nos propres LLM, nos propres modèles de langage. J'ai installé Mistral 7B. On dit qu'une IA, un LLM qui a 20 milliards de paramètres, peut rouler sur cet appareil-là tout à fait sans s'essouffler. Il n'y avait pas évidemment ce niveau de paramètres-là dans ma distribution de Mistral, mais ça me permettait d'utiliser localement, sans connexion Internet, sans accès à un serveur, un modèle de langage extrêmement intéressant et performant pour des applications ludiques, mais aussi relativement sérieuses. On peut lui demander des suggestions de recettes pour souper, on peut lui demander plein d'affaires qui agissent un peu comme un assistant personnel, mais sur des applications, on ne peut pas lui demander des indications financières ou des choses trop compromettantes, mais on peut quand même interagir. Il y a une application aussi, Draw Things AI, qui permet d'installer Stable Diffusion ou les LLM plus axés sur la création d'images. Vous pouvez créer des visuels très artistiques sans tricher, sans freiner de votre auteur ou la propriété intellectuelle d'autres personnes. Localement, si vous êtes des créateurs d'images, beaucoup, vous pouvez le faire localement. Si vous êtes dans un avion, vous n'avez pas de Wi-Fi, vous voulez travailler, il est possible de le faire et d'avoir des outils d'IA localement comme ça. Et sur un appareil mince comme ça et gros comme ça, j'ai pas trouvé l'équivalent nulle part ailleurs. Là. On peut pas installer, je pense pas, de Stable Diffusion nativement sur une tablette Android en ce moment et faire comme, ben oui, ça roule naturellement. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, c'est un bel élément. Autre détail, pas banal, on peut avoir de base 256 gigaoctets, mais on peut monter à 2 téraoctets de stockage. Et ça, c'est quand même pas mal beaucoup. Là. Fait que votre musique, vos vidéos, tout ce que vous feriez en production de contenu, si vous êtes un créateur, ça rentre sur la tablette et il y a de la place en masse pour le reste. Donc ça, c'est assez intéressant. Évidemment, il faut payer pour. On s'entend, là, il y a la facture qui vient toujours à la fin. Mais j'ai trouvé ça intéressant de ce point de vue-là. Chez Apple, on commence à jouer un peu trop sur les mots là, quand on parle d'autonomie. On dit on a une bonne journée d'utilisation de 10 heures. Je pense que c'est 12 heures qu'Apple dit. Moi, je vais vous le dire, c'est une dizaine d'heures, peut-être même un peu moins. Ça dépend évidemment de ce que vous faites avec la tablette. Mais je pense pas que personne s'assoit devant une tablette et passe 10 heures sans arrêt à jouer avec. Donc, effectivement, elle va vous durer probablement toute la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'appareil reste vraiment longtemps en veille. Donc, vous l'habitez dans votre sac, vous partez, vous travaillez une couple de jours en voyage, vous revenez et il y a encore de la batterie. Et ça, évidemment, l'iPad Pro est dur à battre là-dessus. Donc ça, c'est un gros avantage. On a aussi, on va vous en parler chez Apple, on va vous vanter les mérites de la tablette si vous voulez faire du jeu vidéo. Il y a des jeux de plus en plus sophistiqués qui s'en viennent. Évidemment, c'est pas une tablette conçue pour le gaming au sens le plus hardcore du terme, si vous me permettez ces deux anglicismes. Mais il est possible de le faire. On parle beaucoup de lancer de rayons, de ray tracing, là, nativement, matériellement, tout ça. C'est un appareil qui est extrêmement séduisant au niveau technique de toutes les façons. Mais il coûte des sous. La version à 11 pouces est 1400 $, la version de 13 pouces est 1800 $ de base. Et là, on n'a pas encore acheté d'accessoires. Au minimum, un folio, qui est quand même... il y en a des pas chers de marque tierce, mais si vous achetez celui natif avec Apple, ça vous ramène presque à 100 $ de plus.
Je vais vous dire ceci, le stylet le pencil ne m'apparaît pas extrêmement nécessaire, sauf si vous êtes vraiment un créateur de contenu numérique à l'écrit, à dessiner beaucoup, des choses comme ça. Ouais. Parce qu'on revient tout le temps à l'interface plus taper tactile avec le doigt ou avec un clavier Bluetooth si vous voulez en acheter un. Donc, de ce point de vue-là, il y a moyen de sauver des sous, mais évidemment, ça coûte cher. Si ça coûtait pas si cher, ça serait vraiment tout un appareil, mais ça reste tout un appareil, c'est juste qu'il faut payer pour. Ça coûte plus cher qu'une tablette Mont-Blanc. Oui, ça fait plein de choses que la tablette Mont-Blanc ne fait pas. C'est ça, mais ça fait plein de choses. Écoute, juste par curiosité, tu m'as titillé. Je regarde le iPad avec 2 téraoctets de stockage. Il est 3179 $, Alain. C'est fou! C'est 13 pouces de iPad, mais c'est 3179 $, sans folio, sans stylet, sans rien. C'est quand même spectaculaire. Et puis, pour avoir le finiment, ça m'intéresse aussi beaucoup. Oui, nanotexture, on dit chez Apple. Nanotexture, il faut avoir plus. C'est pas nécessairement les modèles de base qui ont la version. Pour avoir le modèle MA, il faut regarder, avoir le modèle avec 1 téraoctet ou 2 téraoctets seulement que le verre nanotexturé est offert. Et ça, LLM Farm. Merci, Pascal. LLM Farm, tu regardais ça pendant ce temps-là? Moi, je te parlais de verre nanotexturé. Ben voilà, et si vous cherchez l'application, c'est drôle parce que dans la description de l'application qui est accessible là, par le public, le créateur s'appelle, c'est un nom francophone, aduproprio.com. Il y a son adresse courriel dans les définitions du développeur. Donc clairement, c'est quelqu'un du Québec qui a développé l'application. Mais ça permet d'héberger des LLM. C'est des grosses patentes, là. Un modèle de langage, ça peut être facilement 20 gigaoctets. Il faut le télécharger sans fil, et il faut, ou on peut le faire, je pense qu'on peut mettre on peut brancher par USB-C sur l'iPad une mémoire externe, mais de toute façon, il faut le télécharger. Un disque dur, on pourrait brancher un disque dur ça, exact. externe. Mais ça reste des gros fichiers, donc effectivement, ça prend plus que les 256 gigaoctets de base, donc vous allez payer cher pour iPad Pro. Mais c'est une maudite belle machine, je vais vous le dire comme ça. Oui. Je vais passer à ma deuxième machine, parce que je vous fais un 2 pour 1. Ben oui! Tadam! Ouais. Le Vision Pro. Quand le premier Vision Pro a été lancé au Canada, on l'a testé, puis je vous l'ai fait de façon virtuelle. J'avais sur mes yeux et je vous projetais ce que Apple appelle votre persona, donc c'est un avatar. Oui. Et c'est vraiment, sérieusement, je veux dire ceci, on va parler du casque un peu, mais au niveau de l'applicatif, la killer app de ce casque-là, c'est le FaceTime en version Vision Pro avec son avatar, avec son persona. Le persona, ça fait que on tourne le casque. Quand on configure le casque une première fois, on le tourne vers soi, devant soi, et les caméras nous scannent, nous numérisent le visage, numérisent aussi nos traits et nos expressions. Sourire, pas sourire, à pleines dents, sans les dents, ainsi de suite. Et quand on a ensuite une situation virtuelle, un environnement virtuel dans lequel notre avatar nous représente, il y a des caméras à l'intérieur du casque qui filment notre visage, il y a des caméras qui filment nos mains, et tout ça est reproduit virtuellement, comme si c'était nous. Et c'est extrêmement bluffant. On a fait l'exercice à 6 personnes assises virtuellement autour d'une table virtuelle dans un environnement tout aussi virtuel. On était dans les Rocheuses, en tout cas. Et on jasait, et avec les mains et le visage, l'essentiel du verbal et du non-verbal est transmis à travers ça, et c'est extrêmement intéressant comme concept. Évidemment, en ce moment, c'est extrêmement limité aussi parce que c'est vraiment très peu de gens qui ont un casque Vision Pro, mais le jour où Apple sort un casque Vision Air à 800 $, ça va vraiment éclater cet environnement-là qui m'apparaît la meilleure façon de l'utiliser. On peut créer des séances de groupe aussi naturellement que si on était en personne, et on se prend au jeu on se regarde, et c'est vraiment extrêmement naturel, comme si on était en présence les uns des autres, et c'est vraiment l'environnement le plus séduisant pour utiliser ce casque-là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, Apple pousse le Vision Pro vers des applications d'entreprise, et si vous dites « personne n'utilise ça », ben c'est pas vrai. Pas beaucoup de gens utilisent ça, mais en entreprise, il y en a quelques-unes qui l'ont adopté, dont CAE à Montréal. J'en ai parlé il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, je pense que c'était dans le Devoir à l'époque. CA utilise le Vision Pro pour recréer un cockpit d'Airbus. Je pense que c'est un 220, celui qui est fait à Mirabel. Ils ont un simulateur à Dorval, mais ils ont aussi cet environnement virtuel-là qui permet aux pilotes, aux futurs pilotes, de s'entraîner, peu importe où ils se trouvent, avec ça sur la tête, comme s'ils étaient dans un cockpit. Donc, il y a moyen d'utiliser effectivement dans des applications de pointe comme ça. Et encore une fois, l'environnement immersif est extrêmement bien réussi. Le processeur M5 remplace le processeur M2 du casque précédent. Donc, c'est quand même 3 générations de plus loin.
C'est pas mal plus puissant. Les applications sont un peu plus, je vais utiliser un terme technique, snappy. Réactive. Réactive, merci, je sais ça pour le gag, mais elle s'ouvre plus rapidement. Et on a aussi, dans le champ de vision, 10% plus de pixels. Entre autres choses, ce que ça donne, c'est des meilleurs environnements immersifs, mais aussi, on ne voit pas la fin. Sur le Quest 3, on voit un petit peu des fois la fin, dépendamment évidemment des applications et des environnements, mais le 180 degrés n'est pas, tu sais, là, tu sens que tu es comme, je suis dans un environnement fini. Le pixel bonus et l'environnement qui va au-delà du champ de vision renforce l'impression d'immersion, peu importe où on se trouve, et elle est très forte. On peut créer un arrière-plan ou un environnement immersif entièrement numérique. Donc, ça peut être, tu sais, je suis sur le bord du Great Salt Lake en Utah l'autre jour. On peut aussi aller chercher des environnements comme ça un peu partout dans le monde. Où on peut avoir le mode transparence en anglais. Chez Apple, on l'appelle le pass-through. Ou alors, c'est les caméras qui filment notre environnement à nous et qui le reproduisent. Donc, on voit seulement les fenêtres et les widgets qui flottent un peu partout. Et d'ailleurs, on a volé une idée du bon vieux HoloLens chez Microsoft avec les widgets parce qu'on peut accrocher les widgets sur les murs dans son environnement réel et ils restent là. Ils sont persistants et ils reviennent quand vous revenez ensuite. Et ça, c'est assez cool. On peut mettre une petite horloge numérique dans le coin, on peut mettre un défilé de photos dans un coin. J'ai mis un poster, c'est la playlist, ma liste de lecture sur Apple Music des chansons que j'écoute le plus. Et là, je regarde à droite et pouf, tu pèses dessus et ça joue. Et comme tout ça est spatialisé, y compris l'audio, si vous mettez le poster d'Apple Music dans le coin, la musique vient de là-bas. On trafique le son. Donc, vraiment, l'expérience immersive est extrêmement bien ficelée. On a ajouté, et c'est l'autre grosse nouveauté, et c'est un peu banal, mais on a rajouté une deuxième sangle sur le dessus de la tête pour la sangle en tissu, pour ajouter un petit peu de confort. Et on a surtout alourdi la sangle à l'arrière pour mieux balancer le casque, pour pas qu'il nous pèse sur le visage, pour que la tête soit en position neutre, plus droite. Ce qui est quand même pas rien. Et ce qui est le fun, c'est que bon, c'est banal, mais la qualité des matériaux est le fun parce que c'est un casque qui a l'air solide, qui a l'air bien fait avec du verre, de l'alu. Même le tissu des sangles est comme, tu sais, il a l'air de qualité. Assez pour séduire parce que c'est ça le truc au prix où il est vendu. S'il avait fallu que ce soit un matériau plutôt cheap, ça aurait été vraiment décevant. C'est un casque en plastique fragile. On aurait été vraiment déçus. Ça commence à 5 000 $. Ça, c'est toujours l'élément le plus... Et c'est certainement voulu chez Apple pour plein de raisons, notamment pour dire, on va lancer une première génération de produits, on va voir ce que les gens font avec, qu'est-ce qui arrive comme adoption, et après ça, on va décliner des appareils plus accessibles. Et ça, on prend son temps chez Apple pour ça. Donc, est-ce qu'on achète le Vision Pro M5? Il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez faire avec. Si vous êtes curieux, c'est une dépense extrêmement coûteuse pour un niveau de risque assez élevé parce qu'il y a, encore une fois, il manque beaucoup d'applications de cet environnement-là. On peut aller chercher des applications pour iPad et les installer. Je peux mettre, par exemple, je peux diffuser le hockey dans un coin. Je peux regarder la télé dans un autre coin. Il y a des applications web aussi. On peut créer des raccourcis vers des applications comme Netflix. Il y a Apple TV+. Je peux lire la presse plus dessus si je veux, il n'y a aucun problème. On peut écouter nos balados, vous pouvez nous visionner même en version vidéo dans l'environnement du casque. Mais il n'y a rien que le Quest n'arrive pas à faire non plus dans ces petites applications plus nichées-là, forcément, et qui coûtent beaucoup moins cher aussi. Le Quest, il est 650, je pense, le Quest 3 SE. Donc, il y a évidemment façon de payer moins cher. Mais si vous avez des idées d'applications, si vous pensez que vous pouvez utiliser cette espèce de bureau éclaté que vous faites surgir de votre Mac dans l'environnement virtuel de l'appareil, ça reste quand même assez cher. Hey, c'est 5 000 $, c'est pas de la tarte, pour vrai. Non, c'est ça. Acheter un méchant bon MacBook Pro pour 5 000 $. ou 4 tablettes Mont-Blanc. Côte à côte, ben oui. Ah ben oui. Pourquoi pas? En offrir à tout le monde qui sont autour de vous. On promet beaucoup de nouveaux jeux d'ici Noël. J'aurais aimé plus d'applications qui vont chercher la clientèle d'affaires, mais il y a clairement un désir d'appeler les gens qui veulent créer des applications vers le casque avant d'arriver avec un casque plus grand marché. Donc, point de vue technique, irréprochable, 3 heures d'autonomie, c'est pas beaucoup, mais en même temps, 3 heures que c'est dans la... Oui, c'est de la nausée, de la cinétose. Ça fatigue, exact. Mais c'est ça, c'est un indicateur du futur. Le futur va être divertissant, je vais vous dire comme ça. Mais évidemment, ça va soulever plein d'autres questions rendues là, et on en parlera rendu là. Mais pour l'instant, belle progression, encore trop cher. Ben oui, puis je sais que lors du lancement du casque première génération, beaucoup d'influenceurs, tout le monde ont acheté le casque et l'ont retourné
dans la période de retour sans frais. Il y a eu beaucoup de retours et on s'entend qu'il n'y a pas eu d'application, encore une fois, incontournable, le killer app pour le casque. On n'est pas rendu là encore. Mais je l'ai essayé, encore une fois, en boutique Apple et j'étais j'allais dire, c'est ça. Très impressionné. Si vous n'avez rien à faire l'après-midi, vous êtes au centre-ville, allez à la boutique Apple, faites l'essai, prenez c'est une expérience le fun. Exactement. Voilà par surprise. Prenez rendez-vous au Apple Store. L'expérience en vaut la peine. C'est vraiment... vous allez comprendre la réalité augmentée. Vous allez comprendre la réalité virtuelle. Le fait de voir, comme tu le dis, là, le fait d'être dans la boutique. Et là, tout à coup, tu vois les applications qui apparaissent autour de toi et tout à coup, pouf! Tu te retrouves dans un environnement virtuel à 100%. Et là, tu retournes dans le magasin. Écoute, c'est vraiment une belle expérience. C'est des paysans. J'ai reçu un coup de fil de ma copine qu'on a fait un FaceTime vidéo avec mon avatar et à l'autre bout, elle arrêtait pas de rire. Parce que c'était vraiment bluffant comme expérience. Donc, il y a c'est un casque extrêmement plaisant. Et s'il était 1200$, mettons, ça serait pas un plus le fun d'en parler. Bon, bref. Voilà. Merci, Alain. Un autre épisode merveilleux. Merci à TELUS, merci à Plan Hub, merci à Planet Hoster, merci à tous ceux qui permettent cette balado. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde et la diffusion du podcast. Alain, on peut t'écouter, on peut te lire, on peut te voir sur TikTok de la presse, entre autres. Oui, monsieur. Oui, c'est quasiment... on se rajeunit un brin. Faut pas qu'on entraîne l'intelligence artificielle avec tes vidéos sur TikTok, par exemple. Pascal Forget.com. Ça reste intelligent. Oui, je sais. Mon site a été optimisé récemment. Jetez un coup d'œil sur pascalforget.com. Dites-moi ce que vous en pensez. Googlez-le maintenant. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, puis sérieusement, j'en reviens pas comment ça va plus vite. Et on se revoit bientôt, Alain, en préparation du GIC. Oui, Québec, pour la journée de novembre. Entre-temps, prenez soin de vous, écoutez nos vieux balados, allez vous abonner, ça va être encore plus facile d'obtenir les prochaines balados. Entre-temps, prenez soin de vous, on se voit bientôt pour le prochain Tasse de Tech. Salut tout le monde!